Il faut imaginer un instant un immense tableau de bord mondial, un truc énorme, qui clignote vraiment de toutes parts. Ouais, avec des voyants rouges partout, c'est clair. Exactement. Et avec des signaux d'alerte qui semblent n'avoir absolument aucun lien entre eux. C'est ça qui est fascinant, ouais. Genre, sur la gauche, t'as un voyant rouge écarlate qui nous indique que le baril de pétrole vient de franchir la fameuse barre psychologique des 100 $. Mhm. Et ça, c'est sur fond de menace de blocus. Et juste à côté, on a un rapport qui détaille une querelle totalement surréaliste entre un ancien président des États-Unis et le pape en personne. Rien que ça? Ouais. Et puis, au beau milieu de ce chaos diplomatique, t'as un immense compteur doré qui nous informe qu'un plombier italien virtuel, Mario, bonne pas le citer. voilà, Mario, issu d'un jeu vidéo, qui vient de générer plus d'un demi-milliard de dollars au cinéma. Il y a un côté, je sais pas, profondément absurde à voir ces informations cohabiter dans le même cycle d'actualité, en fait. Bah, c'est le reflet parfait d'une époque complètement fragmentée. Ouais, c'est le mot. On se retrouve à devoir analyser des énormes secousses géopolitiques avec la même attention que des phénomènes de pop culture. Parce qu'en réalité, ces dynamiques de pression et d'évasion, elles se répondent. Complètement. C'est le principe de notre immersion d'aujourd'hui. Décortiquons tout cela parce qu'il y a du boulot. Alors juste avant de plonger peut-être la première dans ce tableau de bord, il est quand même impératif de préciser un peu le cadre. Ouais, tu fais bien de le rappeler. Les documents qu'on a sous les yeux aujourd'hui, ils brassent des sujets d'une extrême sensibilité politique. Donc l'objectif ici, c'est ni de valider ni de condamner les actions d'un camp idéologique ou d'un autre. Tout à fait. Il s'agit purement de décrypter les mécanismes à l'œuvre, comprendre factuellement ce qui se passe dans ces rapports, sans prendre parti. Le décor est planté. Et donc, commençons par le voyant le plus alarmant de notre tableau de bord, la crise qui couve en ce moment au Moyen-Orient. Gros dossier. Ouais, très gros. Nos sources indiquent une escalade extrêmement rapide suite à, en fait, l'effondrement des pourparlers de paix à Islamabad. Et les conséquences sont directes. Bah oui, ça s'est pas fait attendre. Les États-Unis préparent actuellement un blocus qui ciblerait non seulement les ports iraniens, mais surtout les routes du détroit d'Ormuz. C'est là que ça se complique sérieusement, c'est sûr. Par contre, il fait son plein d'essence. Du coup, comment l'échec d'une discussion diplomatique à Islamabad se retrouve affiché, mais genre presque instantanément, sur le totem de la station-service au coin de la rue? Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est toute la mécanique impitoyable de la logistique mondiale qui se met en branle. C'est-à-dire? Le détroit d'Ormuz, c'est pas juste un petit bras de mer, c'est vraiment un goulet d'étranglement physique par lequel transite une part gigantesque de l'approvisionnement énergétique mondial. Une artère vitale, quoi. Exactement. Et quand des pourparlers de paix s'effondrent, il faut bien comprendre que les marchés financiers réagissent pas par idéologie, ils réagissent purement par la gestion du risque. L'anticipation du pire. Voilà. Dès l'instant où un blocus est ne serait-ce qu'envisagé, les compagnies d'assurance maritime qui couvrent ces immenses supertankers, elles paniquent. Ah, j'avais pas pensé aux assurances. C'est le nerf de la guerre. Elles multiplient leurs primes par 10, voire par 20, pour couvrir le fameux risque de guerre. Du coup, les armateurs doivent détourner leurs navires, Ce qui rallonge les trajets. énormément, ça rajoute des semaines de trajet, ça brûle plus de carburant, et ça réduit la capacité globale de transport sur la planète. Et donc, la facture finale explose. C'est mathématique. Ce coût logistique astronomique, il est immédiatement répercuté sur le prix de la cargaison. Le baril à 100 $ dont tu parlais, c'est juste la traduction mathématique de la peur des assureurs, en fait. C'est fou. Et Donald Trump vient de jeter un énorme bidon d'essence sur cet incendie tarifaire. Ouais, il n'a pas arrangé les choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Il affirme que la flotte navale iranienne a été, je cite les rapports, coulée, ou en tout cas sévèrement affaiblie. Alors que les rapports précisent bien que c'est confirmé par absolument aucune source indépendante. Exactement. Mais j'imagine que sur les marchés, la simple rumeur suffit à faire paniquer les algorithmes de trading, non? Les algorithmes, ils n'attendent pas la confirmation de l'ONU pour vendre ou acheter, ça c'est clair. Surtout que l'Iran n'est pas resté silencieux. Leur riposte annoncée, elle est super stratégique. Ils menacent de cibler, à leur tour, le détroit de Bab el-Mandeb. La fameuse porte des larmes. Ouais. Et si on visualise la carte du commerce mondial, comme tu disais, Hormuz, c'est l'artère principale. Si on la bloque, l'économie suffoque. Mhm. Mais Bab el-Mandeb, de l'autre côté de la péninsule, c'est un peu la jugulaire. Donc c'est une véritable prise de judo économique mondiale. La métaphore médicale est hyper juste. Ça illustre vraiment la vulnérabilité de l'organisme tout entier. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment pour la suite? Même si un cessez-le-feu théorique est toujours en place,
Sur le papier, la présence active des forces navales américaines transforme cette zone en vraie poudrière. La porte des larmes, c'est le passage obligé vers le canal de Suez. D'accord. Donc, si l'Iran arrive à instaurer un climat d'insécurité permanent là-bas, on parle plus seulement d'une crise du pétrole, on parle d'une crise de toutes les marchandises de consommation courante qui transitent entre l'Asie et l'Europe. Ah ouais, donc les baskets, les téléphones, les meubles. Tout à tout. Et là, l'inflation devient mécanique. Elle se généralise et elle touche même le prix de ton panier de courses au supermarché. Ce qui crée forcément un climat d'anxiété économique massif. Et on le sait très bien, quand l'économie suffoque de cette façon, la population cherche des coupables. C'est inévitable. Ce qui nous amène à des véritables séismes politiques. C'est exactement ce que révèlent nos sources sur la situation actuelle en Europe. Oui, la Hongrie. Voilà, en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban vient de subir une défaite électorale retentissante face au leader de l'opposition, Péter Magyar. Un vrai coup de tonnerre. Orban, il est au pouvoir depuis des années, il a survécu à tellement de crises. Pourquoi est-ce que sa chute est perçue par nos sources comme un événement d'une telle magnitude? C'est parce que Orban, c'était plus vraiment un simple dirigeant national. Au fil des ans, il s'était positionné comme l'architecte en chef d'une certaine mouvance nationaliste en Europe. Il avait tissé pas mal de réseaux, c'est ça, hein? Absolument. Des alliances très étroites, même au-delà de l'Europe, notamment avec des figures comme Donald Trump. Mais si on relie cela à la situation dans son ensemble, il faut surtout comprendre la mécanique de l'Union européenne. Comment ça? L'Europe, elle fonctionne en grande partie sur le principe de l'unanimité pour ses décisions les plus critiques, genre la politique étrangère ou les paquets de sanctions. Ah oui, le fameux droit de veto. Exactement. Et pendant très longtemps, Orban a utilisé ce droit de veto comme un levier de pouvoir complètement disproportionné par rapport au vrai poids économique de l'Anglie. Il pouvait bloquer ou ralentir l'ensemble du continent à lui tout seul. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on prend l'analogie d'une tour de Jenga. J'aime bien cette image. Orban, c'était un peu la pièce maîtresse, coincée au centre de l'Europe. En retirant cette pièce aujourd'hui, on ne fait pas que changer le gouvernement à Budapest. Non, clairement pas. On débloque potentiellement tout le processus législatif de l'Union européenne. Nos rapports parlent d'ailleurs d'un réalignement majeur vers des politiques un peu plus traditionnelles. C'est ce qui se dessine, oui. Et c'est là le contraste frappant, en parallèle de cette dynamique en Europe, le paysage politique américain, lui, semble complètement englué dans des scandales. Ah, ça, c'est une autre ambiance. Ouais, on apprend que le membre du Congrès Eric Swalwell vient de suspendre sa campagne pour le poste de gouverneur de Californie, et c'est à cause de très graves accusations d'agression sexuelle. L'enquête est d'ailleurs toujours en cours. Tout à fait. Mais sa carrière semble déjà s'effondrer. Alors, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Est-ce que ce genre de scandale, purement interne, même s'il est moralement désastreux, a un véritable poids géopolitique, comparable par exemple à la chute d'Orban? Alors, au niveau géopolitique strict, non. Pas vraiment. L'affaire Swalwell, ça relève avant tout de la dynamique interne d'un parti. Ouais, de la tambouille électorale. C'est ça. Même si la Californie est un État surpuissant, ça modifie surtout les équilibres locaux, alors que la chute d'Orban redessine les alliances internationaux. Je vois la différence. Mais, et c'est là que ça rejoint ton point, ces scandales à répétition, ce sont les symptômes d'une classe politique américaine qui est hyper polarisée. Toujours dans le drame. Voilà, constamment sous le feu des procédures judiciaires ou des polémiques. Et ça absorbe une énergie institutionnelle phénoménale. Et in fine, ça affaiblit l'image de stabilité des États-Unis sur la scène internationale. D'accord, donc c'est plus un effet de ruissellement sur leur crédibilité globale. Et d'ailleurs, en parlant de polarisation et de trucs surréalistes, comment on analyse cette querelle invraisemblable entre Donald Trump et le pape Léon XIV? Ah, ça, c'est du jamais vu. C'est complètement fou. Trump qualifie ouvertement le souverain pontife de faible sur des questions de criminalité et de politique étrangère. Ouais. Et le Vatican, qui d'habitude a une communication très lisse, réplique fermement n'avoir, je cite, aucune peur de l'administration. On a l'impression d'assister à un dialogue de sourds entre deux personnes qui vivent même pas sur la même planète. En fait, ils vivent sur la même planète, mais ils n'utilisent absolument pas la même monnaie d'échange. C'est bien dit, ça. C'est ce qui rend le truc historiquement fascinant. Trump, il essaie d'appliquer au pape la même grille de lecture coercitive qu'il utiliserait face à, disons, un chef d'État rival ou un concurrent économique. Il veut faire un bras de fer. Exactement. Il évalue la puissance à l'aune de la force brute, de la puissance de feu ou des frontières. Donc le traité de faible, dans son logiciel à lui, c'est l'insulte ultime. Sauf que le pape, il n'a pas d'armée. Non, le pouvoir du pape Léon XIV, il est de nature spirituelle et morale. Sa juridiction, elle repose sur l'adhésion idéologique de millions de fidèles. Et ça inclut une grande partie de l'électorat de Trump aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai.
C'est risqué politiquement. Très risqué. Et en répondant frontalement qu'il n'a aucune peur, le pape neutralise complètement l'arme rhétorique de Trump, qui est l'intimidation. Il montre que l'autorité morale échappe au levier géopolitique classique. C'est vraiment le choc frontal entre la puissance physique et l'autorité intangible. Et d'ailleurs, cette notion d'intangible, de chercher un refuge face à un monde devenu hyper brutal, c'est une transition parfaite pour aborder la partie culturelle de nos sources. Absolument. Le besoin d'évasion. Quand le pétrole explose, que les détroits ferment et que les politiciens se hurlent dessus, vers quoi le grand public se tourne ? Vers la nostalgie, vers des valeurs sûres. Le film Super Mario Galaxy vient de pulvériser le box-office avec 629 millions de dollars de recettes. C'est colossal. C'est pas juste un succès, c'est l'écrasement total du marché par une franchise de jeux vidéo. Mais c'est l'évolution logique de l'économie hollywoodienne de ces dernières années. Les grands studios de cinéma y fonctionnent aujourd'hui avec la même aversion au risque que les marchés financiers face au détroit d'Ormuz. C'est-à-dire qu'aucun, Ils assurent leurs films comme des pétroliers. presque. Investir des centaines de millions sur une histoire originale avec de vrais acteurs, c'est un risque énorme. Le scénario peut faire un flop. L'acteur peut se retrouver au cœur d'un scandale comme Choiseul et plomber le film. Alors que Mario, il va rien faire de mal. Exactement. Une propriété intellectuelle comme Mario, c'est invulnérable. C'est une marque connue mondialement, ça rappelle l'enfance, ça vieillit pas, et surtout, ça fait jamais de déclarations polémiques sur Twitter. C'est vrai ? C'est littéralement le placement financier le plus sûr dans le divertissement aujourd'hui. C'est quand même un bilan comptable super glaçant appliqué à la culture. En gros, les pixels sont des investissements sans risque, alors que les êtres humains sont des passifs volatiles, quoi. C'est cynique, mais c'est ça. Et nos rapports le montrent cruellement avec le cas de Britney Spears. Oui, l'autre face de la médaille du divertissement. Voilà. La pop star est entrée volontairement dans un centre de traitement après avoir été arrêtée pour conduite sous influence. L'icône de chair et de sang, elle subit la pression implacable de l'exposition publique et finit par craquer. Mais ce qui est dingue dans les synthèses des médias, c'est pas le fait divers en soi, c'est la réaction globale, un soutien massif des fans. Ça a carrément relancé le dialogue mondial sur la santé mentale. Et ça soulève une question importante sur notre époque, parce qu'on observe un véritable changement de paradigme culturel. Ah oui, par rapport aux années 2000. Clairement, si on remonte d'une quinzaine d'années, une arrestation comme ça aurait été exploitée jusqu'à la lie par la presse à scandale. C'était traité que sous l'angle du dérapage et le public était invité à s'en moquer. On se souvient tous des unes de magazines horribles. Voilà. Aujourd'hui, le fait qu'elle cherche volontairement de l'aide médicale, c'est validé par le public. C'est perçu comme de la résilience. L'empathie collective a évolué. C'est plutôt rassurant. Oui, la société comprend enfin le coût humain faramineux qu'ensige cette machine. La vulnérabilité psychologique, c'est plus un tabou dont on a honte, c'est un enjeu de santé publique discuté ouvertement. C'est fou de voir qu'on accepte enfin qu'ils sont humains. Et d'un autre côté, cette pression gigantesque, il y en a qui arrivent paradoxalement à la maîtriser avec une précision chirurgicale. Tu penses au sport-ball? Ouais. Les sources sportives mentionnent l'exploit de Rory McIlroy au golf. Il vient de remporter sa 2e victoire consécutive au tournoi du Masters. C'est un exploit monumental dans ce sport. Bah oui, on a tendance à voir le sport uniquement sous l'angle de la biomécanique, du muscle, mais faire un doublé au Masters, qui est l'un des tournois les plus scrutés au monde, c'est avant tout un tour de force neurologique en fait. Tout à fait. C'est la capacité de construire une forteresse mentale autour de soi, de faire taire le bruit assourdissant des médias, des attentes, pour exécuter un mouvement millimétré. C'est exactement ça. D'un côté, on a l'effondrement, sous la pression, et de l'autre, la maîtrise absolue de cette même pression. C'est les deux faces d'une même médaille. La survie dans un environnement toxique, quoi. Ouais, que ce soit en musique ou en sport de haut niveau, ça dépend presque exclusivement de la solidité de l'architecture mentale de l'individu face au bruit du monde. Le bruit du monde. L'expression est parfaite pour introduire la dernière pile de rapports qu'on doit analyser. Ah, la fameuse section du chaos ambiant. C'est exactement ça. Parce qu'au-delà des gros titres, il y a un bruit de fond continu, une sorte de chaos lancinant dans les dépêches. En quelques jours, on relève des frappes américaines sur des navires soupçonnés de trafic de drogue dans le Pacifique, une bousculade mortelle aux conséquences tragiques en Haïti, des enquêtes sur des fusillades un peu partout, et même un accident d'avion. Une vraie litanie de fractures, oui. C'est comme une rivière en crue et on essaye de construire notre bateau pendant qu'on se fait emporter. Mais au milieu de tout ça, nos sources soulignent une angoisse beaucoup plus silencieuse, la panique mondiale face à l'adoption accélérée de l'intelligence artificielle au travail. Et c'est là que ça devient crucial. Mais attends, je vais te pousser un peu dans tes retranchements ici. Vas-y. On voit des tragédies réelles, des morts, des conflits.
Face à ça, s'inquiéter de l'arrivée d'un logiciel au bureau, c'est pas juste de la pure technophobie. Enfin, l'histoire se répète, non? Pendant la révolution industrielle, les ouvriers cassaient les métiers à tisser par peur. Les ludites, oui. Voilà, est-ce qu'on n'est pas juste face à une nouvelle vague de panique passagère? Alors, la comparaison avec les ludites, c'est un réflexe classique, mais elle montre très vite ses limites quand on regarde la nature exacte de l'IA. En fait, il faut séparer les événements aigus des mutations structurelles. Ok, explique-moi la différence. Les tragédies en Haïti, les trashs, les frappes dans le Pacifique, c'est de la crise aiguë. Ce sont des ruptures brutales, mais elles sont localisées. Ça relève de la géopolitique traditionnelle. D'accord. L'intelligence artificielle, c'est pas un événement, c'est une mutation structurelle de tout notre modèle productif. Mais en quoi c'est fondamentalement différent d'un métier à tisser, au fond? Parce que la machine à vapeur ou le métier à tisser, y remplaçait le muscle humain, la force physique. Mhm. Mais l'humain restait indispensable pour la prise de décision, l'analyse, la réflexion. Ce que l'IA fait aujourd'hui, c'est qu'elle commence à remplacer l'architecture cognitive elle-même. Ah oui, je vois. Le cerveau, quoi. Exactement. Analyser des jurisprudences, rédiger des rapports financiers, structurer du code informatique, tout ce qui faisait la valeur du travailleur intellectuel commence à être automatisé. Donc la panique n'est pas irrationnelle. Pas du tout. C'est la prise de conscience super brutale que tes 5 années d'études supérieures peuvent être rendues obsolètes en quelques mois par un algorithme. On remplace plus l'outil, on remplace le raisonnement. Le remplacement du paradigme cognitif. Ça explique carrément cette anxiété sourde qui traverse toute la société en ce moment. Complètement. Et si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle qu'on vient d'explorer, l'image globale, elle donne le vertige, mais elle est remarquablement cohérente. Tout est lié en fait. Ouais, on est parti de l'effondrement des négociations à Islamabad, qui mène au blocus d'Ormuz, qui fait exploser le prix de l'essence, ce qui fragilise les populations. Mhm. Et ces populations angoissées, elles provoquent des bouleversements électoraux, comme la chute d'Orban, en Hongrie. Pendant que les leaders politiques se déchirent, parfois de manière totalement absurde, comme Trump et le pape, la société cherche des échappatoires. Avec Mario. Exactement, du réconfort garanti. Tout en réévaluant la définition de la santé mentale grâce à Britney ou McIlroy. Et en toile de fond de tout ça, l'IA s'apprête à redéfinir la valeur même de notre travail. C'est vraiment la trame invisible qui relie la géopolitique à notre quotidien. C'est un excellent résumé. Et d'ailleurs, si on croise les deux dynamiques les plus puissantes de nos sources, il y a une dernière réflexion un peu troublante qui émerge. Ah, je t'écoute. D'un côté, on a vu que l'échec diplomatique à Islamabad, avec toutes ses répercussions, est lié à des biais humains. L'ego, l'idéologie, la colère. Cette fameuse faiblesse fustigée par Trump. Le facteur humain, en gros. Voilà. Et de l'autre côté, on a cette IA, conçue justement pour traiter l'information sans aucune émotion, de manière purement logique. Je vois où tu vas en venir. La question c'est, si l'IA remplace déjà le travailleur au bureau, combien de temps faudra-t-il avant que des citoyens épuisés par le chaos demandent à ce qu'on confie la médiation des grands traités de paix à une machine? Oula. Une entité capable de lisser les égos, de calculer l'avantage mutuel parfait, sans aucune interférence psychologique. Remplacer l'humain pour éviter que la porte des larmes s'ouvre en somme. Déléguer la paix mondiale à la machine pour nous sauver de nous-mêmes. C'est une hypothèse fascinante et un peu terrifiante, je dois avouer. C'est clair. En tout cas, ça montre à quel point il est essentiel de ne pas se laisser aveugler par les clignotements isolés du tableau de bord. Il faut toujours chercher comment les fils sont connectés derrière. Toujours. C'est ce qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Dans un monde où une rumeur dans le golfe Persique fait grimper le prix du pain et où l'algorithme redéfinit notre travail, il est vital de continuer à décrypter ces mécanismes. Merci pour votre écoute. Gardons l'esprit ouvert et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.